Bonsoir. De tous les épisodes bibliques, Hanouka est certainement le symbole le plus éclatant de la lutte du peuple juif contre l'oppression. Il est également le symbole du combat de nos ancêtres pour leur identité. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons remonter dans le temps. Nous évoquerons un épisode très important de l'histoire de notre peuple. Cet épisode s'est déroulé entre moins 175, avènement d'Antiochos IV, et moins 63, chute du deuxième État juif. Sur notre parcours historique, nous rencontrerons Hanouka, où, le 25e jour du mois de Kislev, il y a plus de 2000 ans, l'armée de Juda Maccabée entra dans la maison sainte du temple de Jérusalem pour nettoyer le lieu sacré et procéder à son illumination. Cette dédicace du temple, Hanouka, est célébrée depuis des siècles et des siècles. Hanouka marque le début à l'époque de la lutte du peuple juif pour sa libération, combat qui devait durer 25 ans. Mais surtout, il est un des premiers maillons de la chaîne ininterrompue des générations de juifs et dont nous sommes actuellement les dépositaires et les héritiers spirituels. Pour raconter l'histoire de Hanouka, sous l'éclairage des livres des Maccabées et des commentaires postérieurs, nous avons fait appel à M. Michel Khalef, chargé de cours à l'Université de Paris X, Ville d'Avray, co-auteur de Les Juifs dans l'histoire de 1933 à nos jours et de Judaïsme et droits de l'homme. Notre invité, Michel Khalef. Avant de parler des événements qui ont abouti à Hanouka, il me semble nécessaire d'étudier ce qui s'est passé, je dirais même 2 siècles auparavant, et notamment avec l'invasion d'Alexandre, Alexandre le Grand, en moins 332. Qu'en pensez-vous, Michel Khalef? Je suis d'autant plus d'accord avec vous qu'effectivement aucun événement pris individuellement ne peut être compris dans sa véritable signification. Si nous admettons avec la tradition juive que Hanouka est, avant toute chose, la lutte pour la survie du judaïsme contre l'hellénisme, encore faut-il savoir de quoi l'on parle lorsque l'on parle d'hellénisation de la Palestine de cette époque. Quand cette hellénisation a-t-elle commencé? Pourquoi a-t-elle fini par prendre un caractère agressif à l'égard du peuple juif? Et cette politique agressive a-t-elle toujours existé dans le rapport entre les hellénistes d'un côté et les juifs proprement dit de l'autre? Effectivement, vous remontiez à 332 de l'ère vulgaire, autrement appelée ère chrétienne, ou moins 332. Ou de Jésus-Christ, mais il faut pas le dire, hein. Que se passe-t-il en 332, en moins 332? C'est tout simplement les victoires de l'empereur Alexandre contre l'Empire perse. En 332, en moins 332, Alexandre vainc Cyrus de l'Empire perse et occupe la Palestine. Et il se passe là un événement très intéressant parce qu'il est symbolique de ce qui sera, pour beaucoup de centaines d'années à venir, le rapport entre le juif et le politique. Alexandre marche sur Jérusalem, le grand prêtre de Jérusalem s'approche de lui, ils se rencontrent. Et à ce moment-là précis, dit la légende, en tout cas les Midrashim, Alexandre marque le plus grand respect à l'égard du vénérable vieillard qu'était le grand prêtre qui s'approchait en face de lui. Et le Midrash continue en disant pourquoi Alexandre a-t-il fait montre d'un si grand respect à l'égard du grand prêtre de Jérusalem? Et le Midrash continue en disant parce que il avait eu un songe, Alexandre, que ce songe lui avait prédit ses grandes victoires, lui avait prédit son destin, et que le visage, dit le Midrash, de l'homme qui dans ce songe prédisait les victoires et la grandeur d'Alexandre, c'était précisément le visage que Alexandre disait reconnaître dans celui du grand prêtre. Voilà comment le Midrash explique ce qui politiquement a été tout simplement, de la part d'Alexandre, ce qui était sa politique à l'égard des territoires conquis. À savoir, lorsqu'on avait affaire à une peuplade ou à un peuple qui, par principe, n'était pas hostile au pouvoir politique, à condition de conserver son autonomie, alors on lui laissait son autonomie politique, administrative, à condition, bien entendu, que le pouvoir d'Alexandre soit nominalement reconnu, et surtout que son pouvoir financier soit reconnu, c'est-à-dire que le tribut soit payé. Et là encore, que s'est-il passé? Essentiellement, Alexandre, après avoir soumis la Judée, est reparti pour ses grandes conquêtes vers l'Est, laissant derrière lui un gouverneur, une minuscule garnison, une autonomie administrative, religieuse complète
au peuple juif, et simplement un tribut modeste par rapport à ce que cela aurait pu être, à payer régulièrement et annuellement au pouvoir royal. Et ceci a duré, en somme, pendant 150 ans. Oh non, oh non, non, ça a duré 12 ans. Parce Ah. que 12 ans plus tard, Alexandre mourait. Et quand Alexandre est mort, vers 320, moins 320, comme dans tout ce genre d'histoire, ses successeurs ont commencé à se disputer le gâteau. Et tout le monde connaît les trois généraux d'Alexandre, les Lagides, les Ptolémées et les Séleucides, enfin Séleucus, Lagidos et bien sûr Ptolémée, qui étaient trois généraux se partageant les dépouilles de l'Empire. Les Ptolémées ont emporté l'Égypte, le sud-est de l'Empire. Les Lagides ont emporté la Grèce. Et la famille de Séleucus, les futurs Séleucides, ont emporté ce qu'il y a au milieu, c'est-à-dire l'actuelle Syrie, si vous voulez, l'actuel Irak-Syrie, dans l'ensemble. Et bien entendu, immédiatement, a été ravivé ce qui a été le problème presque éternel du peuple juif, c'est-à-dire sa position. Il était situé exactement entre l'empire des Ptolémées au sud et l'empire des Séleucides au nord. Bien entendu, successivement et alternativement, chacun d'entre eux va occuper la Judée. Et d'abord, pendant 122 ans, ce sont les Ptolémées qui vont occuper la Judée. Jusque dans les années 198, moins 198, où là, ils vont la perdre à la suite d'une guerre contre leurs congénères ou leurs anciens congénères, les Séleucides. D'ailleurs, la position des Juifs a été très particulière. Pendant tout le début du règne des Ptolémées, disons de Ptolémée I à Ptolémée III, les rapports entre les Juifs et les Ptolémées ont été assez bons. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, le premier Ptolémée a tout simplement continué le système d'Alexandre. Il n'a pas imposé de garnison supplémentaire, il n'a pas imposé de spécificité administrative particulière, il a simplement demandé que le tribut hier versé à Alexandre lui soit versé à lui. Qui plus est, il avait tout à fait accepté le rôle politique, enfin déjà politique, du grand prêtre à Jérusalem, puisque simplement il l'avait appelé du nom grec d'Ethnarque. Son successeur avec Ptolémée dit Philadelphe, les relations étaient toujours aussi bonnes. Le dénommé Ptolémée Philadelphe, c'est celui qui, pour ceux qui ont quelques réflexes culturels, et à qui est attribuée la constitution de la plus grande bibliothèque, malheureusement détruite plus tard, la grande bibliothèque d'Alexandrie. C'est aussi à lui qu'est attribuée la légende des Septante, ces fameux 70 sages enfermés dans la bibliothèque d'Alexandrie, précisément pour traduire le Tanakh. Donc les rapports entre cet empereur, ce roi, je dirais presque pas judaïsant, mais en tout état de cause, penché positivement vers l'apport judaïque, et les Juifs étaient excellents. Les choses commencent à dégrader avec son fils, Ptolémée III, parce que Ptolémée III avait commencé à faire la guerre aux Séleucides. Or, vous savez comme moi qu'un empereur, quand il fait la guerre, a besoin d'argent. Et je dirais presque que déjà, à l'époque, lorsqu'un empereur avait besoin d'argent, il se tournait vers les Juifs. Et qu'il a commencé à élever le tribut et à pressurer le peuple juif, qui s'est bien entendu a commencé à renâcler, à révolter, et toute une série de troubles en sont suivis, et ces troubles ont abouti à ce que, pendant la guerre ouverte contre les Séleucides de son fils Ptolémée IV, eh bien les Juifs ont carrément pris parti pour la dynastie séleucide. Et c'est à ce moment-là donc qu'interviennent ceux que nous allons connaître, ceux dont nous allons parler, et qui mèneront tout naturellement au sujet qui nous préoccupe ce soir. Oui, puisqu'en moins 198, les Ptolémées perdent Jérusalem, Oui. puisqu'effectivement d'ailleurs les Juifs ont soigneusement aidé à ce que les Séleucides prennent la ville contre les Ptolémées. Poursuivons. Alors si nous poursuivons, eh bien on a l'impression de revenir en arrière. Parce que la politique du premier roi séleucide, Antiochus III, dit le Grand, qui conquiert Jérusalem en 198, est d'abord excessivement favorable aux Juifs. Et pour cause, puisque c'est grâce à eux qu'il avait réussi à gagner la Judée. Donc dans un premier temps, retour en arrière, affaiblissement du tribut, autonomie administrative, autonomie religieuse, et simplement reconnaissance politique du pouvoir séleucide. Malheureusement, le dénommé Antiochus III meurt dans une guerre déjà contre quelqu'un qu'on voit se profiler, contre Rome. Donc Antiochus III meurt contre Rome, et son fils, Séleucus IV, prend la suite. Or, il se trouve que son père, Antiochus III, étant mort dans la guerre contre Rome, avait dû soumettre son pouvoir politique à une espèce de semi-protectorat romain. Et ce que les Séleucides faisaient aux Juifs, les Romains étaient en train de le faire aux Syriens, aux Séleucides, à savoir autonomie politique et administrative, mais tribut de guerre. Et par conséquent,
recherche d'argent. Et nous revoilà repartis dans le cycle classique. Séleucus IV a besoin d'argent, il demande donc aux prêtres de Jérusalem de, si possible, puiser dans le trésor. Et c'est là que les choses se gâtent, parce que politiquement, les Juifs ne sont pas d'accord. À ce moment-là, entre-temps, Séleucus IV meurt et arrive au pouvoir son fils Antiochus IV. Première anecdote, il a un surnom, ce Antiochus IV. Oui, il faut le raconter, ça, c'est important. Certains l'appellent Épiphane, l'envoyé de Dieu, d'autres l'appellent Épimane, le fou. Et les Hébreux ajoutent, non, ça veut dire le méchant. Ce qui est assez intéressant, c'est que sur ce récit purement factuel au plan politique, il y a surtout un arrière-plan culturel. Et c'est celui-là qui est intéressant. Oui, alors justement, je crois que c'est là que je me dois d'intervenir. Je veux dire par là qu'il serait quand même bon que nous parlions maintenant de la situation, disons, des Juifs en Judée, des Juifs, disons, en Palestine, comme on les a appelés plus tard. Il serait bon peut-être de parler des influences, et notamment de l'influence hellénistique. Alors effectivement, il ne s'agit pas seulement de politique. La domination grecque, pendant 122 ans, ne laisse pas seulement des traces au sens du pouvoir partagé. Tout simplement, l'occupant introduit ses propres mœurs. Et ne serait-ce que parce qu'il les introduit, sans même vouloir changer la religion juive au départ. Il donne l'exemple à toute une partie de la frange de la société juive d'un certain mode de vie. Il y a d'ailleurs un parti des hellénistes. Et effectivement, comme dans tout pays occupé, il ne faut pas se le cacher, vous avez une partie de la population qui prend modèle sur l'occupant, peut-être pas seulement d'ailleurs un modèle politique, mais aussi un modèle culturel, parce qu'on veut imiter le plus fort. Donc toute une partie de la jeunesse, de ce qu'on appellerait aujourd'hui de la bonne bourgeoisie juive, qu'on le veuille ou non, ou de l'aristocratie juive, eh bien, a envie de fréquenter les nobles grecs, d'aller suivre les mêmes études, d'aller aux académies, et puis carrément d'aller jusqu'à pratiquer comme eux, par exemple, certains sports dans les gymnases, et ce qui devient là, commence à être l'abomination des abominations. Oui, mais ça devient même plus grave, parce qu'il me souvient que Antiochus IV encourage les pratiques païennes, on renonce à l'alliance sainte, on abandonne progressivement le sabbat, on fait des sacrifices impurs, et ça, c'est là qu'on arrive à un point, disons, de rupture. C'est qu'il y a des gens, enfin les racidim, comme on les appelle à l'époque, les pieux, qui ne peuvent pas accepter ça. Alors là, vous faites un premier saut. Je fais un saut à cause du temps, à la fois. Parce qu'effectivement, la politique que vous évoquez d'Antiochus IV est une politique qui, là, elle est carrément une volontariste et tout à fait consciente. Ce à quoi je faisais allusion, c'était l'imprégnation absolument presque par osmose d'un milieu hellénisant, oui. Qui effectivement suscite presque aussitôt par opposition les racidim, c'est-à-dire les pieux, qui eux, presque par opposition, renforcent je dirais la volonté de rigueur du culte juif. Mais effectivement, sur ce substrat culturel, va s'ajouter maintenant l'acte politique lui-même d'Antiochus IV, qui est très différent. Antiochus IV se voit poser le problème suivant. L'hellénisation culturelle ne touche qu'une frange très étroite de la société juive. La frange urbaine, avant toute chose, et la frange riche. Antiochus IV s'aperçoit que tout le reste du peuple reste tout à fait fidèle à sa propre tradition, et par conséquent que la sûreté, au sens politique du terme, de son pouvoir, repose exclusivement sur, finalement, la bonne volonté des institutions juives à l'égard de ce tribut qu'il paye. Et par conséquent, il se dit, il me faut approfondir mon pouvoir. Et donc, il va prendre des mesures. Il va s'apercevoir que l'origine même du degré d'indépendance du peuple juif est d'abord dans sa religion. Voilà pourquoi il va, non pas seulement par osmose, mais par volonté politique, quasiment faire un effort généralisé d'éradication du judaïsme. Éradication qui est quasiment des lois qui sont des lois scélérates. Pour commencer, interdiction de ce qu'a le judaïsme dans ce qu'il a de fondamental. Interdiction du Shabbat, interdiction des mets cachers, et volonté de répandre le porc partout, interdiction de la circoncision, ce qui est quand même fondamental, et ce qui aboutit logiquement à profanation du temple, c'est-à-dire installation de statues de son propre pouvoir au carrefour des villes, dans le temple, pour être vénéré. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'abomination, justement, de la désolation. Alors, bien entendu, des oppositions arrivent et se matérialisent. Alors, l'opposition arrive, je dirais presque d'abord par accident, et ensuite par logique. Par accident, c'est d'abord les milieux hellénistes eux-mêmes, chez les Juifs, qui
font une course au pouvoir. À la limite, nous sommes en démocratie aujourd'hui à quelques mois d'élection, tout le monde voit ce que donne en démocratie la politesse entre guillemets de la course au pouvoir, mais à l'époque ça se faisait de manière nettement plus ouverte et aussi plus violente. Un exemple. Tout démarre, tous les éléments violents démarrent parce qu'effectivement, deux membres d'une grande famille, la famille du grand prêtre, se disputent le pouvoir de la grande prêtrise. Vous avez effectivement un grand prêtre hellénisant, enfin non, un grand prêtre hasidim, et puis son frère, qui malheureusement fait partie des hellénisants. Et le frère veut la place du grand prêtre. Résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il va promettre à Antiochus que si on lui donne la place de son frère, il y aura plus d'argent dans le tribut et plus d'hellénisation dans les mœurs. Il est évident que dans ces conditions, Antiochus n'hésite pas, destitue absolument arbitrairement le grand frère, qui s'appelait, je le rappelle, Onias, met à sa place son frère Jason, lequel Jason, aussitôt nommé, construit le fameux gymnase auquel je faisais allusion tout à l'heure. Et bien entendu, puise dans le trésor du temple pour payer le tribut. Mais aussitôt bien entendu, vous savez très bien comment c'est lorsqu'on ouvre ce genre de porte. Un cadre, ou disons un général, un officier du nouveau grand prêtre, se veut encore plus helléniste que lui. Vous savez, encore plus helléniste que moi, tu meurs. Il se précipite chez Antiochus, justement parce qu'il était chargé d'apporter le tribut, et lui dit, vous savez, moi je peux faire mieux que Jason. Ah, dit Antiochus, très très bien. Et il nomme aussitôt, en déposant l'autre, le Ménélaüs, puisqu'il s'agit d'un Ménélaüs en question, grand prêtre. Le Ménélaüs n'a qu'un seul choix, il a promis plus d'argent, il pille le trésor du temple. Et c'est là que les choses se gâtent. L'ancien grand prêtre, le Chassidim, Onias, le premier déposé, le surprend dans ce vol du trésor du temple, le lui reproche publiquement, et le Ménélaüs, qui est très expéditif, a une réponse simple, il fait assassiner Onias. Et ça, c'est le point de départ de la première révolte contre Antiochus. Parce qu'il y en a eu deux. Celle-ci, c'est la première, et elle est importante parce qu'elle est proprement politique, et n'est pas religieuse. Avant toute chose, la foule, pour se venger du meurtre d'Onias, se révolte, enferme la garnison grecque dans la citadelle, tue le frère de Ménélaüs, parce que Ménélaüs c'est illico, réfugié à Damas, enfin pas à Damas, mais dans la capitale syrienne, à Antioche, et bien entendu, la foule lapide, pille, s'en prend aux intérêts syriens. Ça se passe en moins 168 avant l'ère vulgaire. Réponse d'Antiochus, on lève une armée et on marche sur Jérusalem. Il reprend Jérusalem, bien entendu, il pille le temple, et c'est à la suite de cette révolte, et à la suite de ce pillage, qu'il prend les décrets infâmes. Donc il faut bien voir que la réponse des décrets infâmes n'est pas un phénomène culturel, il est d'abord un phénomène politique. Décrets infâmes qui provoquent immédiatement, alors, un autre type de guérilla et de révolte, qui, elle, n'est plus seulement urbaine et populaire, mais qui se répand dans toutes les petites villes et petits villages de Judée, et qui fait quasiment une espèce de guérilla permanente. Michel, nous allons maintenant voir l'épisode proprement dit des Asmonéens, de la révolte des Asmonéens, c'est-à-dire Mattathias et ses 5 fils. Effectivement, nous avons placé le cadre, une hellénisation culturelle, puis un violent heurt politique entre le pouvoir séleucide et les Juifs, à la suite duquel le roi Antiochus prend les décrets infâmes. Et c'est de ces décrets infâmes que va naître la révolte de Modine, puisque c'est dans la ville de Modine que tout va démarrer. C'est important, c'est un soulèvement populaire. Ce n'est pas vraiment un soulèvement populaire au départ, ce n'est pas vrai. Il faudrait vous expliquer. Effectivement, que se passe-t-il à Modine? À Modine, dans le cadre des décrets infâmes, débarque un jour un officier syrien, avec son escorte, une petite charrette, et dans cette charrette, une statue, un autel et des porcs. En plein centre de la ville, il érige l'autel, il érige la statue, et il invite. Ensuite, la population, et d'abord la partie riche et bourgeoise de cette population, les représentants, à venir sacrifier sur cet autel. Arrive un premier juif qui se dit sans doute, ma foi, que il aura peut-être plusieurs dizaines de milliers, centaines d'années plus tard des descendants Mahan, et qui se dit ça ne coûte pas grand-chose de faire plaisir à l'officier syrien, qui donc sacrifie à la statue. Et puis, il y avait dans cette ville un homme dont la tradition dit qu'il était connu parce qu'il pratiquait la justice,
parce qu'il avait de l'autorité, et qu'il avait beaucoup de biens au soleil, et qu'en plus il était, dit la tradition, béni du Seigneur parce qu'il avait 5 fils, c'était Mattathias. Mattathias fait partie des Chassidim. Il est par conséquent absolument fou furieux de l'opération qui est en train de se faire. Il refuse donc, dans un premier temps, de s'incliner devant la statue et de sacrifier à l'autel. Il refuse en disant non à l'officier syrien, puis, comme l'officier insiste, et surtout devant le geste du premier juif qui a accepté, il se met en colère. Lui et ses 5 fils s'arment, tuent l'officier syrien, mettent en déroute l'escorte, renversent l'idole et en profitent pour zigouiller le juif qui qui avait voulu pactiser. Il est bien évident qu'on ne pouvait pas tuer un officier syrien sans avoir immédiatement des réactions. L'escorte mise en fuite a raconté la chose à la garnison centrale et on a envoyé illico presto une troupe pour mettre la main sur Mattathias. Que fait Mattathias? Il prend le maquis. Il prend le maquis avec ses 5 fils. Et le voilà ramassant sur le coin des routes et dans les bois et le long des déserts quasiment tous ceux que l'occupation syrienne, enfin séleucide, et que les lois scélérates rendaient proscrits. Par conséquent, il engage, Mattathias avec ses fils, une guérilla permanente contre les Séleucides. Mais la guérilla, ce n'est qu'une guérilla, c'est-à-dire ce sont des escarmouches où lorsqu'une petite troupe syrienne avance sur la route, on fond dessus, on la défait et on disparaît. En 167, enfin en moins 167, Mattathias, qui n'était quand même pas très jeune au moment où la révolte éclate, est tué. Il est remplacé par son 3e fils, Judas dit Maccabée, sans doute peut-être parce que il était forgeron, ou sans doute peut-être parce que son arme principale était un marteau. Oui, parce qu'il y a Machiavel, justement. On s'est posé souvent la question de savoir si ça voulait pas dire marteau. Effectivement. Or... Excusez-moi, ça me fait penser, mais alors bien plus tard, à Jean Hachette. Exactement, c'est le même type de légende qui survit. Enfin, n'anticipons pas. Ce 3e fils, Judas, prend la tête de cette guérilla et lutte contre le gouverneur syrien de l'époque qui s'appelait Apollonius. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à prendre tournure. Cette guérilla, à force d'être victorieuse par-ci, par-là, draine de plus en plus de monde. Et un jour, le gouverneur syrien engage ses effectifs de manière massive contre Juda, et à la grande surprise des Juifs de l'époque, c'est l'armée, entre guillemets, de Juda, qui écrase l'armée syrienne, qui tue Apollonius le général, et qui du coup se retrouve à la tête d'une troupe immense, parce que vous connaissez comme moi, tous les attentistes voyant le vent tourner, rejoignent maintenant l'armée de Juda. Du coup, Juda, ayant de gros effectifs, engage des opérations militaires au sens moderne du terme, 20 différentes troupes envoyées en face de lui, ouvre la route de Jérusalem, reprend Jérusalem, remonte dans la ville, reprend la ville, arrive au temple, reprend le temple et pénètre dedans. Et c'est Hanouka. Et c'est Hanouka. Que se passe-t-il? Effectivement, le temple est quasiment détruit, à moitié en flammes. Bien entendu, on le purifie, on le nettoie, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par sortir toutes les statues, idoles et autres. Puis il y avait des immondices, il y avait des ordures. Sans parler des ordures et immondices que les garnisons occupantes avaient laissées sur place. Bien sûr. Et puis a lieu la réinauguration du temple. Et c'est là que la tradition raconte que, voulant réallumer le candélabre du temple, n'ayant qu'une fiole qui normalement n'aurait dû suffire que pour très peu de temps, cette fiole a permis d'allumer les 8 bougies pendant 8 jours. Pendant 8 jours, ça c'est le sens du miracle. Est-ce que les historiens peuvent en tenir compte? Pourquoi pas, après tout? Non? L'historien doit en tenir compte. Il doit en tenir compte. Parce que l'historien est aussi historien des religions, et la question qu'il doit se poser, peut-être que nous poserons tout à l'heure, c'est pourquoi la tradition a-t-elle voulu reconnaître d'abord ce moment-là et pas tous les autres? Ah, mais ça c'est un problème que nous évoquerons dans le dernier tiers de notre émission. Bien, les événements donc se précipitent. Ils se précipitent et surtout, on pourrait croire que les choses vont maintenant bien tourner. Effectivement, Jérusalem est reprise. Par conséquent, le centre du pouvoir par Juda Maccabée est réoccupé. Seulement, il ne faut pas croire que les Syriens vont se laisser faire. Pendant 25 ans, le grand voisin syrien, ou Séleucide, va harceler les troupes de Juda Maccabée. D'ailleurs, dans ces guerres, vers les années moins 160, Juda lui-même trouvera la mort. Antiochus sera mort lui aussi depuis longtemps. Ce sont ses successeurs qui vont reprendre le combat. D'abord contre Jonathan, le frère de Juda. Puis, Jonathan va lui faire passer un stade du dessus. En effet, après la mort d'Antiochus chez les Syriens, la guerre, ou du moins les luttes intestines de succession au pouvoir chez les Séleucides sont ouvertes. Et là, Jonathan est intelligent. Il ne fait pas seulement la guerre, il va faire de la diplomatie.
Il va aller voir les prétendants successifs au trône séleucide, il va leur dire, vous savez, vous pouvez compter sur mon appui. Et chacun d'entre eux va lui déléguer un morceau de pouvoir, va commencer à accepter la souveraineté des Asmonéens en échange de son appui dans leur propre lutte pour le pouvoir. Et c'est ainsi que Jonathan est nommé grand prêtre avec pouvoir de grand prince régnant. C'est très important parce que ça veut dire que, à nouveau, les Séleucides rendent une autonomie administrative et politique aux Juifs. Et pas n'importe quels Juifs, à ceux qui les ont mis dehors militairement de Judée. Et d'ailleurs, Jonathan, avec son frère Siméon, va maintenant faire une politique de grignotage. Il va grignoter par-ci, par-là, tel ou tel morceau du territoire palestinien occupé par les troupes séleucides. Dans cette guerre, Jonathan meurt. Lui succède son fils Siméon, son frère Siméon. Siméon finit de chasser les Syriens, et le grand symbole du départ des Syriens est quelque chose qui avait été complètement oublié, c'est que même depuis la reprise de Jérusalem, un petit morceau de garnison syrienne était resté enfermé et encerclé dans la citadelle. Eh bien, l'acte final du départ des Séleucides, c'est la reddition, avec armée bagages, dans l'honneur, de cette garnison qui reprend la route d'Antioche. À partir de ce moment-là, Siméon passe un accord avec le nouveau roi séleucide, Démétrios II, et c'est ça, c'est très important, c'est que comme Siméon a gagné la guerre, et que la Syrie n'a désormais plus le pouvoir de s'imposer, eh bien l'acte politique fondamental est le suivant, la Judée est désormais dispensée de tribut. Voilà un État devenu indépendant, qui est non seulement autonome, mais qui est maintenant libre politiquement, puisqu'il ne paye plus de tribut. Et Siméon va pouvoir marquer cela en moins 140. Il convoque l'assemblée du peuple juif, et se fait proclamer grand prêtre et nasi. Et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de la naissance du royaume d'Israël, du deuxième État d'Israël. Exactement. Malheureusement, il faut être très lucide, cette belle période va durer 3 ans. En moins 140, vous avez l'Assemblée. En moins 137, Siméon est tué par son gendre. Pendant 3 ans, Siméon aura pu régner politiquement, réorganiser le pouvoir, et puis assumer les tâches de la paix, c'est-à-dire rendre au peuple juif cette tranquillité et cette richesse et cette vie normale d'un royaume en paix. En 137, Siméon est tué par son gendre, et en 135, 2 ans plus tard, son fils, Jean Hircan Ier, va prendre le pouvoir. Et je dirais presque dès ce moment-là, la société juive va à nouveau se diviser. Oui, parce qu'alors là, il faut peut-être ouvrir une parenthèse. Jean Hircan, sous son règne, le Sanhédrin sera créé. Effectivement. Et il y aura le Sanhédrin, c'est un grand conseil du royaume. C'est la grande maison de justice. C'est beaucoup de choses à la fois. C'est une instance politique, une instance judiciaire, une instance religieuse. Et je crois qu'il faudrait peut-être en dire quelques mots. Oui, ce qui est très important, c'est que sous le règne de Jean Hircan, naissent à la fois ce qui va être la racine du grand mouvement pharisien, c'est-à-dire du judaïsme contemporain, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'il y a une continuité directe. Et en même temps, se reconstitue sur un clivage qui est toujours le même par rapport à l'hellénisme. L'autre pan de la pensée, de la tradition, enfin pas de la tradition, mais de la société juive de l'époque, ce qu'on va appeler les Sadducéens. Et d'ailleurs, là encore, ce ne sont pas seulement des clivages culturels, ce ne sont pas seulement des clivages par rapport à la tradition ou à l'interprétation des textes, c'est vrai. Et ce qui est très important, c'est que sous le règne de Jean Hircan, naissent à la fois ce qui va être la racine du grand mouvement pharisien, c'est-à-dire du judaïsme contemporain, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire qu'il y a une continuité directe. Et en même temps, se reconstitue sur un clivage qui est toujours le même par rapport à l'hellénisme. L'autre pan de la pensée, de la tradition, enfin pas de la tradition, mais de la société juive de l'époque, ce qu'on va appeler les Sadducéens. Et d'ailleurs, là encore, ce ne sont pas seulement des clivages culturels, ce ne sont pas seulement des clivages par rapport à la tradition ou à l'interprétation des textes. C'est vrai que Sadducéens et pharisiens vont s'opposer dès le départ dans leur manière de lire le texte, d'avoir un rapport à ce texte, d'abord sur la loi orale, puisque pour les pharisiens dès le départ, ce qui va être la Torah chez BLP est inscrite, je dirais presque avec un statut égal avec la Torah chez Birktav. Alors que pour les Sadducéens, dès le départ, la coupure va se faire entre le rôle de la loi orale et de la loi écrite. Et pourtant, il n'y a pas que ce clivage. Non, je crois qu'il y a un clivage politique. Un clivage politique et social. C'est cela. Les Sadducéens sont, là encore, les grandes familles aristocratiques ou grandes bourgeoises du monde juif, alors que les pharisiens sont des artisans, des hommes du peuple, des agriculteurs, mais avant toute chose, des gens qui étudient.
Mais je vous interromps, mais vous n'êtes pas frappé, et c'est une chose que je retrouvais, qu'on retrouve souvent dans l'histoire juive, les classes populaires par rapport aux classes dirigeantes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On pourrait croire que on voit ce que vous voulez dire. Je crains que la chose ne soit pas aussi simple. Je crois que le clivage social n'est qu'un prétexte à un clivage plus profond dans la tradition. Parce que vous pouvez retrouver, à d'autres niveaux qui n'ont plus rien à voir avec le clivage social, des clivages du même genre. Par exemple, tout le courant traditionnel qui met en avant la lutte militaire, puisque nous parlons de Hanouka, c'est le moment. Oui. Et par exemple, tout le rôle que jouera Rabbi Akiba, par exemple, par rapport aux révoltes ultérieures. Et tout le mouvement inverse qui dit non, ce qui est important, c'est de survivre. À la limite, c'est tout le courant inverse qui aboutira à la législation maïmonidienne, par exemple, qui dispensera les maranes de se croire obligés et engagés par les liens apparents qu'ils se sont donnés. Je veux dire qu'il y a toujours dans le mouvement juif cette espèce de jeu de balancement qui fait que entre le mouvement de survie, que ce soit physique ou que ce soit spirituel, il y a toujours des extrêmes qui s'expriment et qui symbolisent, parce qu'il le radicalise, le jeu permanent de la tradition juive, qui tente toujours de ne jamais exclure l'une des hypothèses, parce qu'on ne sait jamais de la tradition. À quel moment telle hypothèse sera nécessaire, et à quel autre moment telle hypothèse ne sera pas nécessaire. Finalement, aucune des hypothèses n'est bonne ou mauvaise en soi. Oui, je comprends, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de choses que l'on peut maintenant mettre en évidence. C'est l'unité, il y a une unité religieuse dans cet État. Oui, l'unité religieuse officielle Voilà. est faite. Il y a une unité linguistique. Quand je dis unité linguistique, à l'époque, on parle araméen, même si l'hébreu est, Et la langue sacrée. sacrée, et que, comme langage véhiculaire, c'est le grec au besoin pour les échanges commerciaux. Tout dépend de quelle classe sociale. Dans une certaine Attention, mesure. là justement, chez les pharisiens, c'est le moins possible le grec. Il y a une unité politique, alors là, ça se discute, puisque justement, il y a, pour simplifier, il y a ces deux partis politiques. J'appelle ça parti politique, je parle un langage de 1985, bientôt de 86, c'est-à-dire représenté par les Sadducéens, pour qui l'État a une énorme importance, et les pharisiens, qui représentent, disons, les couches intermédiaires et populaires, et pour qui c'est le peuple qui compte, n'est-ce pas? Bien. J'ai simplifié volontairement et à dessein. D'un autre côté, il n'y a pas d'unité technique. Hein. Non, Ethniquement parlant, il y a quand même 20% d'halogènes. C'est-à-dire, c'est exact. Ça reste un pays qui a été occupé et dont une partie de la population a été successivement déportée et dans lequel il y a eu des déplacements militaires et obligés de population. C'est ça. Non, je dis là par là même, il y a les Samaritains, il y a les Nabatéens, et parfois ça peut même poser problème. Ah oui, effectivement. Mais là, nous sommes carrément dans la filiation presque des textes antiques, dans la mesure voilà. où, effectivement, il y a là, côte à côte, je dirais comme des surgeons des différentes strates de la constitution du peuple juif, chacune de ces strates en étant parfois restée à d'autres stades de développement que ce que le peuple juif lui-même a eu. Mais regardez les Sadducéens, c'est le même problème. Qu'est-ce que c'est qu'un Sadducéen par rapport à un pharisien? Eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui, n'acceptant pas le développement ultérieur du commentaire, en reste figé à un certain stade de la tradition. Et à la limite, s'il y avait encore aujourd'hui des descendants des Sadducéens, ça pourrait être à la limite d'ailleurs un peu le sabastianisme par certains aspects, nous pourrions dire qu'il y a là les descendants figés d'une strate du développement du peuple juif. Ce qui est justement intéressant dans cette lutte sadducéen-pharisien, c'est que c'est ce moment où, je dirais pendant 30 ans de paix politique, le peuple juif règle ses propres comptes. Le drame, c'est qu'à force de les régler, il finira par les régler dans la guerre civile. Parce que n'oublions quand même pas que lorsque Hircan va mourir, après viendra son petit-fils Alexandre Janet, qui pendant 27 ans fera lui la guerre civile aux pharisiens. Et en tuera 6000 dès la tradition. C'est-à-dire que cette guerre, ces règlements de compte ne va plus être seulement culturel ou politique, il va devenir militaire. Et donc là, il y a un grave problème de division interne du peuple juif. Oui, alors qui dit guerre civile dit affaiblissement de l'État. Qui dit affaiblissement de l'État dit tout simplement affaiblissement du judaïsme. Je simplifie exprès les problèmes, mais ce que je veux dire par là, c'est que les Romains sont pas très loin. C'est exactement je dirais même ça. qu'ils sont autour. Voilà, exactement. Pendant que les Juifs vont se payer le luxe d'une guerre civile, les Romains, eux, grignotent ce qui était les Séleucides d'hier, par exemple. C'est-à-dire qu'ils s'installent autour. Et d'ailleurs, il va exactement se passer ce qui s'est passé pour Rome et la Gaule, à savoir que dans la guerre de succession de la famille asmonéenne, dans cette guerre qui va opposer un roi plutôt pro-sadducéen, et presque hellénisant, d'ailleurs progressivement, ça c'est l'ironie du sort, En plus. à finalement un peuple essentiellement pharisien,
eh bien, dans cette guerre de succession où deux rois vont chercher les suffrages et les appuis à droite et à gauche, eh bien, l'un des rois va tout simplement aller chercher Rome en disant « appuyez-moi et j'aurai le pouvoir ». Rome, bien entendu, va dire « mais bien entendu, cher monsieur », et il va dire « mais attendez, il faut que je m'approche ». Et c'est comme ça que Pompée va s'approcher de Jérusalem au point de le prendre. Et que ça se passera d'ailleurs très vite. Ça se passera très vite, puisque en moins 67 arrive, à la suite de la mort de Salomé Alexandra, la lutte fratricide entre Hyrcan II et Aristobule II, la guerre civile, et c'est seulement en moins 63 que Pompée va prendre Jérusalem. Je voudrais maintenant que nous nous penchions sur les significations que nous inspire Hanouka, et notamment sur les symboles. Et pour ma part, j'en vois de trois ordres, trois types de réflexion, c'est-à-dire d'une part le sentiment religieux, d'autre part la résistance à l'assimilation, et troisièmement, disons, je parle en langage moderne, n'est-ce pas, la conscience nationale. Qu'en pensez-vous? Qu'on ne peut qu'être d'accord avec vous, bien entendu. C'est-à-dire que ces trois dimensions... Merci, mais peut-être pas. Que ces trois dimensions, à savoir le religieux, le résistant et le national, sont présentes à travers tout Hanouka. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est savoir quelle place le judaïsme leur a donnée, respectivement l'une par rapport à l'autre. Le résistant. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Hanouka est d'abord historiquement un acte de résistance. Une guerre de résistance, ce qu'on appellerait aujourd'hui en termes un peu trop galvaudés, une guerre de libération nationale. Que cette guerre s'est terminée apparemment bien, puisqu'elle s'est terminée par la souveraineté nationale. Or, ce n'est pas cet aspect que la tradition a voulu retenir. Et pourtant, c'est bien ça. Dans le livre des Maccabées, on vous décrit clairement des événements politiques, historiques et militaires, et nationaux. Et pourtant, le livre des Maccabées n'est pas retenu dans le canon. J'ai été frappé, il n'a pas été retenu dans le canon biblique du 1er siècle. Ça, c'est parfaitement volontaire. Et pourquoi? Précisément pour deux raisons. La première, c'est que la famille des Asmonéens a mal tourné. Il est très clair que quasiment dès la mort de Siméon, c'est-à-dire 3 ans seulement après la véritable indépendance, la royauté asmonéenne commence à mal tourner. Elle commence à avoir des luttes fratricides, elle commence à se réhelléniser, au point que l'ensemble de la dynastie soit quasiment, il n'y aura plus quasiment aucune différence entre cette dynastie et ce contre quoi elle a pu lutter au départ. Et quel enseignement la tradition en retient? Elle en retient la chose suivante. Si, pour une libération de ce genre, on avait finalement fait, excusez-moi pour l'image, un tédéum, c'est-à-dire si on avait dit, finalement c'est grâce aux Asmonéens que, etc., etc., finalement, on pourrait dire, mais quelle signification a eu leur combat? Quel est l'intérêt de faire une indépendance si c'est pour faire rigoureusement la même chose que ce contre quoi on a lutté? Et voilà pourquoi il fallait absolument que la résurrection nationale et religieuse juive ne soit pas liée historiquement exclusivement au devenir d'une dynastie humaine qui tourne aussi mal. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire des enfants de Moïse. C'est Aaron, ce sont les enfants d'Aaron, c'est la tribu d'Aaron qui va devenir Kohanim et Lévites. Mais qu'est-ce que va devenir la famille de Moïse? Rien. Eh bien, c'est un peu le même problème. L'homme qui politiquement a le pouvoir à un moment donné de rétablir quelque chose n'est pas nécessairement celui par lequel l'avenir doit se maintenir. Eh bien, à la limite, dit la tradition, la dynastie asmonéenne, c'est un prétexte au rétablissement. C'est ce qui aura permis, dit la tradition, à Dieu de permettre au peuple juif de récupérer sa liberté de culte. Mais quand même, moi je me place un peu sur le plan religieux, et je me souviens avoir lu, je vais le lire d'ailleurs parce que j'ai noté ça et ça m'a frappé je crois que c'est le 3e livre des Maccabées où il dit ceci, le Tout-Puissant envers son peuple, le soutien du Tout-Puissant envers son peuple. Toi, dans ta grande miséricorde, tu les as secourus en leur temps d'angoisse. Tu as épousé leur cause. Tu as livré les puissants aux mains des faibles, les nombreux aux mains des peu nombreux, les impies aux mains des justes. Mais en lisant ça, on se demande quand même, on se pose la question, mais pourquoi, quand on lit ça, ça ne peut pas figurer dans un canon biblique? Attention, le texte que vous lisez est une prière que l'on dit lorsqu'on allume les lumières de Hanouka. C'est vrai. Bien, c'est-à-dire que par conséquent, en tant que prière, c'est parfaitement donc admis dans le dialogue que représente cette prière entre l'Éternel et nous-mêmes. Cela veut donc bien dire que ce que vous venez de lire précisément est admis. Ce qui n'est pas admis dans le canon biblique, c'est précisément l'uniquement l'aspect récit historique. En 2 mots, ça interdit aux Juifs de mettre sur leur badge militaire Got Mituns.
C'est précisément Dieu qui les a libérés, et voilà l'image de la lumière, du fond des ténèbres hellénisantes, c'est-à-dire de cette espèce de suppression de ce qu'était l'apport juif au monde. Eh bien, la lumière a réussi à repercer, à jaillir et à s'étendre, presque à la limite, parce que les hommes, bien que peu nombreux, parce que mal armés, ont réussi à vaincre un empire qui était considéré comme puissant. Il y a donc bien là quelque chose qui est illogique dans l'ordre du politique. Et cette illogique, c'est précisément pour la tradition, ce qui est la marque du soutien de l'Éternel. Oui, je crois que c'est ça. Mais alors, venons-en maintenant, alors, disons au réflexe identitaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes du XXe siècle finissant, la conscience nationale. Oui, alors là c'est très clair. Je dirais presque que les Maccabées ont servi, et Hanouka a servi de modèle de génération en génération à toutes les révoltes juives. Effectivement, c'est presque, je dirais, typologiquement, la révolte juive. La révolte juive trouve toujours son point de départ dans l'oppression religieuse. Et ça, c'est très intéressant. L'oppression religieuse ou l'extermination, ce qui revient au même. Vouloir interdire la circoncision, vouloir interdire le culte juif, c'est vouloir qu'il n'y ait plus de juifs. Qu'il y ait, comme aurait dit un autre homme à une autre époque, peut-être effectivement de manière prématurée, qu'il n'y ait plus ni juifs, ni grecs, ni romains. Mais c'est vouloir effectivement supprimer le judaïsme comme spécificité. Ceci est important, mais d'un autre côté, si nous prenons l'histoire juive, on a vu qu'il y a énormément d'influence de la part, enfin les juifs ont vécu d'ailleurs grâce à la religion, mais il est certain qu'ils ont subi quand même les influences du milieu environnant. Mais attention, subir une influence, c'est une chose. Savoir l'intégrer, l'associer à son propre corpus, je dirais presque à la limite en enrichir son propre corpus, c'est une autre chose. Se soumettre à cette influence et soumettre son propre corpus à cette influence, c'est enfin une troisième chose. Le problème de l'hellénisation a été le suivant. Comment faire pour que dans un milieu hellénisé, avec des influences culturelles helléniques très fortes, le judaïsme se maintienne sans pour autant être quelque chose de fermé? Regardez ce qu'est la réponse pharisienne. Regardez la réponse sadducéenne. C'est exactement votre question. Qu'est-ce que dit le sadducéen? Il dit, le seul texte valable, c'est le texte écrit. Tout le reste, ce sont des arrangements avec l'histoire. Qu'est-ce que dit le pharisien? Il dit, attention, le commentaire dans ce qu'il a de vivant, de permanent, d'ouvert à chaque génération, est précisément aussi fondamental que le texte. En deux mots, si vous voulez vous adapter, mais pas adopter les mœurs de l'autre, mais adapter ce que l'autre peut apporter d'enrichissant dans les questions qu'il vous pose, il faut accepter de se reposer à chaque génération. Mais pour éviter que ces questions ne soient considérées que comme les avatars de l'histoire, il faut encore admettre que ce sont des questions qui font partie du canon initial. Oui, mais alors à ce moment-là vient, disons, la dernière question que je vous pose, en fait, Hanouka et aujourd'hui. Oh, le lien. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? À part que vous allez me répondre une foule de choses. Non, on peut en retenir deux choses. Oui. On peut en retenir la leçon que l'histoire donne et la leçon que la tradition donne. Les deux sont aussi valables, mais elles n'appartiennent pas au même ordre. C'est tout. À savoir, l'histoire donne la leçon suivante. Lorsque le juif n'a pas d'autre solution, lorsque le juif sait que c'est ou ne plus être juif, ou se battre, eh bien il se bat. Il n'y a qu'à regarder la filiation naturelle entre cette révolte, celle de Bar Korba contre les Romains, celle plus tard, bien entendu à d'autres époques, que ce soit aux époques du Moyen-Âge, lorsque des communautés entières refusaient de se laisser faire, ou lorsque ce soit plus tard, au moment de la Shoah, lorsque nous avons eu les révoltes dans les différents ghettos, et même dans les camps de concentration. Oui. Justement, moi, je suis assez subjugué par cette fête de Hanouka, parce que elle me paraît, quoi qu'on puisse en penser, certainement la plus historique de toutes les fêtes juives, à mon avis. Encore plus même que Pessah. Vous ne croyez pas? Précisément, elle pourrait paraître n'être qu'historique si précisément il n'y avait pas l'autre leçon à tirer qui est celle de la tradition, c'est-à-dire celle de la lumière. Oui, bien sûr. Mais enfin, je vois, non, parce qu'il y a, par exemple, très souvent dans l'histoire juive, lorsqu'on prend les fêtes juives, il y a des fêtes, il n'est pas nécessaire de rechercher ni de l'histoire, ni de la mémoire là-dedans. Par exemple, Yom Kippour, ça ne voudrait rien dire. Mais si vous prenez d'autres fêtes juives, et particulièrement Hanouka, moi pour ma part, et en tout cas j'essaye de l'inculquer, j'essaye de le faire saisir, il y a une connotation historique, même si à l'intérieur de cela il y a les problèmes qui se posent toujours sous-jacents, comment survivre en tant que juif, c'est-à-dire sur le plan, en disant, de sa propre existence, de son propre devenir. Vous savez, il y a un très joli geste qui répond à votre question et qui répond à la fois à l'orientation sur laquelle vous insistez et celle sur laquelle je voudrais moi insister.
À savoir que vous savez bien que lorsqu'on en allume ce bougeoir, on doit le mettre au plus près possible de sa fenêtre. Et je ne sais pas si vous êtes arrivé de vous promener par exemple dans une ville comme Strasbourg, au moment de Hanouka. Ça m'est arrivé l'année dernière et je dois avouer que j'ai eu un coup au cœur. C'est quelque chose de très beau. Vous vous promenez dans certaines rues où vous savez qu'il y a de tradition, beaucoup de membres de la communauté, et vous avez, derrière ces lumières, ces vitres ouvertes, ces rideaux ouverts, au premier étage, au deuxième, au troisième, des dizaines de Hanoukiotes, avec 1, 2, 3, 4 bougies, tout dépend le jour. Et brutalement, quand vous circulez dans cette rue, vous avez l'impression, vous dites, mais voilà, il y a des juifs. Et c'est quelque chose de très émouvant et de très beau. Or, cet acte de placer ouvertement la Hanoukia devant la fenêtre, en ouvrant les rideaux, est bien un acte à la fois qui se pose, et donc qui s'oppose quelque part à quelque chose d'autre. Et en même temps, un acte de fidélité fantastique. Oui, ça c'est vrai, et ça s'affirme. Et j'en veux pour preuve, c'est que moi je vais vous donner aussi une autre image. Je dirais, je n'ose pas dire qu'elle est plus belle que la vôtre, mais vous allez comprendre pourquoi. J'étais précisément au moment de Hanouka, il y a 4 ans, en Israël. Et c'est là que j'ai vu ce que vous venez de dire à Strasbourg. Moi, je l'ai vu dans toutes les rues, dans toutes. J'étais à Tel Aviv à l'époque. J'étais pas à Jérusalem, j'étais à Tel Aviv. Mais lorsque j'ai arpenté ces rues et que j'ai vu, n'est-ce pas, dans toutes ces rues, ces lumières qui étaient aux fenêtres, alors, je peux vous dire que c'était extrêmement émouvant. C'est très émouvant. Et c'est très émouvant. Et c'est là que, en quelque sorte, on affirme son judaïsme. Et c'est là-dessus que je voulais insister, parce que même au-delà du contexte historique dont nous avons amplement parlé, il y a le contexte tout simplement de se sentir juif. Et le fait de se sentir juif, j'en ai eu pour preuve. Et quand vous m'avez parlé de Strasbourg, immédiatement s'est plaqué à moi l'image de Tel Aviv, d'Israël. Et aussi, il y avait la télévision. Et à la télévision, j'ai entendu Mao Tse-tung, comme tout le monde, enfin j'allais dire comme tous les juifs d'Israël, et je vous jure que ça fait quelque chose. Ah mais c'est là où effectivement la non-division entre le religieux et le politique est quelque chose qui quelque part est fondamental pour nous. Eh bien, nous allons bientôt achever notre émission. En moins d'1 heure, nous avons tenté de montrer les significations de la fête de Hanouka. En moins d'1 heure, nous avons essayé de fixer en pellicule sonore l'histoire du 2e État d'Israël, qui n'a duré que à peine 80 ans, 77 exactement. Mais Hanouka est un des épisodes d'une longue série de hauts faits qui ont jalonné notre passé multiforme. Notre passé, c'est une longue épopée avec des événements qui ont valeur d'exemple. Grâce à ces événements, nous sommes encore présents aujourd'hui. Ce sont entre autres Judas Maccabée et ses partisans, Bar Korba contre les Romains, les Juifs du Moyen-Âge face aux croisades, les Anoussim au lendemain de l'expulsion d'Espagne, la lutte inlassable de nos pères pour l'émancipation en Europe, les groupes d'autodéfense anti-pogromistes, et plus près de nous, les morts dans l'honneur des combattants du ghetto de Varsovie. Michel Kalev, je vous remercie d'être venu ce soir. Je remercie également Patrick à la technique. Au micro, Henri Minceles. Bonsoir à tous.